Bonjour, je suis Gérald Ferraro, le président de la société Solware. Solware est un éditeur de logiciels pour deux secteurs d'activité, la distribution et réparation automobile et le secteur du médico-social. Dans la nuit du 11 août 2021, j'ai été réveillé par un SMS de mon principal collaborateur à 4 heures du matin pour m'annoncer que l'entreprise avait été victime d'un ransomware soupçonné à ce moment-là. Et puis ça s'est très vite confirmé, l'ensemble de nos systèmes ont été touchés par ce virus. La personne qui était d'astreinte à ce moment-là a vu sur son écran qu'il y avait des serveurs qui ne répondaient pas. Donc il s'est connecté sur sa plateforme de supervision et il a constaté qu'un serveur ne répondait pas, puis un autre. Et donc il a compris que quelque chose ne se passait pas correctement, donc il a pris la main par un autre biais et il a vu que sur le bureau du serveur, il y avait un petit message readme.txt et dans ce message readme.txt, il y avait le lien vers une plateforme de chat qui était la plateforme de chat du ransomware, où là, clairement, on disait votre système a été crypté, connectez-vous à tel endroit et vous allez être mis en relation avec les rançonneurs. On s'est rendu compte que la situation était assez grave assez vite. L'ensemble de nos systèmes de production ont été touchés, ils n'étaient plus accessibles. Et l'ensemble de nos sauvegardes avait été également supprimé. Évidemment, on avait des sauvegardes redondées, donc on avait des sauvegardes dans plusieurs endroits, mais elles étaient connectées. Et donc l'ensemble de nos sauvegardes qui étaient connectées ont été supprimées au même moment, en même temps que les données ont été cryptées. Donc nos clients, et en particulier les clients automobiles, ne pouvaient plus accéder à leur application et ne pouvaient plus accéder à leurs données. On a pris contact avec les cybercriminels dès le 12 août. On a commencé à discuter. Ils nous ont demandé une rançon. Toutes les autorités nous conseillaient de ne pas payer la rançon, évidemment, mais ça restait malgré tout une option pour redémarrer. La rançon qui nous a été demandée se chiffrait à plusieurs millions d'euros. Elle était proportionnée avec la capacité financière de Solware à ce moment-là. Ils connaissaient absolument toute notre capacité de payer. Ils connaissaient, ils avaient étudié, comme le ferait un analyste financier, ils avaient étudié le bilan, le compte de résultat, ils avaient étudié nos flux de cash, ils connaissaient absolument tout, puisque évidemment quand on a commencé à discuter avec eux en disant mais attendez, c'est un montant extrêmement important et on n'est pas capable de payer un montant comme ça. Ils nous ont évidemment répondu si, vous êtes capable et on le sait puisque on a accès à des informations qui nous permettent de savoir que vous avez tant de millions d'euros à la banque et tant de résultats annuels, etc. etc. En général, les rançonneurs proposent un code pour décrypter les données et que vous puissiez accéder aux données qui avaient été cryptées précédemment. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se poser la question puisque le 13 août, donc seulement 2 jours après l'attaque, le 13 août, nos données qui avaient été cryptées, les données de production qui avaient été cryptées, ont été supprimées également. C'est ça qui est très surprenant parce que les rançonneurs n'avaient pas intérêt à supprimer ces données, puisque à partir du moment où ils supprimaient les données, ils coupaient la possibilité de récupérer le montant de leur rançon. On savait depuis le 13 août qu'on ne récupérerait pas les données en payant la rançon. Donc on n'a pas payé la rançon. On a continué malgré tout à discuter parce qu'ils voulaient diffuser des données qu'ils ont finalement diffusées, puisqu'ils ont en fait volé des données internes de Solware. Je suis allé déposer plainte au commissariat d'Ajaccio
C'était drôle parce que la personne du commissariat ne savait même pas ce que c'était un virus informatique. Donc voilà. On a décidé donc d'envoyer nos serveurs de sauvegarde dans une société spécialisée dans la récupération de données. On a passé 2 mois et demi à attendre que la société fasse son travail pour récupérer les données. Après 2 mois et demi, la société avait récupéré 70% des données. Je parle des données de nos clients. Les données de Solware n'ont pas été récupérées. On était donc fin novembre, mais 70% des données, c'était pas suffisant pour pouvoir les restituer à nos clients, puisque ce sont des données entre autres de comptabilité. Et quand on récupère que 70% des données de comptabilité, ben on récupère rien, puisque l'intégrité des données n'est pas garantie. Donc on a décidé de changer de prestataire. Et grâce à ce nouveau prestataire, on a récupéré finalement 100% des données de nos clients. C'était la bonne nouvelle de janvier 2022, puisqu'on a eu cette information le 1er janvier 2022. Donc on a informé tout de suite nos clients que finalement on avait récupéré nos données leurs données après 3 mois de travail acharné. Nous avions 1500 clients dans l'automobile concernés par cette attaque. Nos clients en mode hébergé accédaient au logiciel via un navigateur Internet. À partir du moment où on savait qu'on ne pouvait pas restaurer rapidement notre plateforme d'hébergement, on a décidé d'installer notre logiciel sur leur système informatique local, donc dans leur garage. À partir du 15 septembre, tous nos clients, nos 1500 clients, avaient à nouveau un accès au système informatique et au logiciel de Solware. En revanche, ils n'avaient pas leurs données. À partir du 15 février, quand on a commencé à leur restaurer les données, on a fusionné les données qu'ils avaient avant le 11 août avec les données qu'ils avaient saisies entre le 15 septembre et le 15 février. Cette opération a été extrêmement complexe. Il a fallu qu'on fasse des programmes spécifiques pour fusionner ces données. Il a fallu qu'on fasse des programmes de contrôle pour qu'il y ait le moins possible de doublons de données. Ça a été compliqué, il y a eu des difficultés, et nos clients ont eu des difficultés. On a essayé de les accompagner au mieux, mais il y a eu quelques difficultés et ils ont aussi été des victimes collatérales importantes de cette cyberattaque. Nous avons recruté une vingtaine de personnes pour pouvoir absorber cette charge de travail supplémentaire. Et malgré cela, la satisfaction des clients était pas au rendez-vous, puisque ça a quand même été une période très difficile pour eux. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour les accompagner au mieux, mais ils ont quand même passé des moments qui n'étaient pas simples, et ça a généré aussi pour eux une charge de travail supplémentaire. Aujourd'hui, on pense qu'on a perdu à peu près 20% des clients qui étaient concernés. Donc sur les 1500 clients, on a quand même 300 clients aujourd'hui qui sont partis. On en a perdu un certain nombre très très vite, mais assez peu, mais très vite. Il y en a qui ont dit ils ne récupéreront pas les données, donc on va changer. Et il faut qu'on redémarre sur une autre solution. Mais ils sont rares finalement les clients qui ont décidé, qui ont agi comme ça. On a plutôt eu une grande fidélité de nos clients et une confiance de nos clients. Malgré tout, aujourd'hui, se pose le problème de l'indemnisation. Donc les clients considèrent qu'ils ont subi un préjudice. Donc on a travaillé beaucoup sur ce sujet et on leur a proposé un plan d'indemnisation. En termes de conséquences financières, le coût de la remédiation a été assez gigantesque, puisqu'il se chiffre à peu près à 1 million d'euros en 2021 et 1 million d'euros en 2022. Ensuite, on a eu un manque à gagner, puisque nos équipes commerciales et nos équipes techniques ont été mobilisées à faire tout autre chose que leur métier traditionnel. Et donc, on a, que sur l'année 2021,
2 millions d'euros de chiffre d'affaires que nous n'avons pas fait à cause de cette crise. Et puis le plan d'indemnisation que nous avons chiffré représente à peu près 4 millions d'euros. Malheureusement pour nous, les conséquences que nous avons subies parce que nous avons perdu, parce que les données ont été finalement supprimées, ont été bien plus importantes que si nous avions payé la rançon. Alors je ne veux pas encourager les futures victimes à payer les rançons parce que c'est pas une solution, parce que la France est un des pays les plus touchés par les cyberattaques parce qu'on a la réputation de payer les rançons. Donc c'est pas la solution, il ne faut pas payer les rançons. Le coût de la cyberattaque pour Solware se situe entre 6 et 8 millions d'euros, alors que la rançon était un montant malgré tout inférieur. On a également des conséquences en termes de RH, puisqu'on a à peu près la moitié de notre équipe commerciale qui a démissionné après la cyberattaque. Alors, ils ont été là pendant la cyberattaque, ils ont été là pendant la crise, mais à la sortie de la crise, quand on a pu restaurer les données, quand la situation est revenue un peu plus normale, les gens ont été fatigués et on a perdu un certain nombre de collaborateurs, en particulier dans les équipes commerciales. C'est une crise qui est incroyablement impactante pour Solware. Heureusement, on est rentré dans cette crise avec une situation extrêmement saine en termes de performance, en termes de résultats, mais aussi et surtout en termes de trésorerie. Donc ça nous a permis de traverser cette crise, de passer cette crise, et sans ça, on ne serait plus là aujourd'hui. Entre le 15 août et le 1er janvier, date à laquelle on a récupéré les données, il a fallu communiquer beaucoup avec nos clients, et la communication de crise est compliquée. Les clients ont toujours considéré qu'on leur en disait pas assez. Malheureusement, parfois, on n'avait pas grand-chose à leur dire parce que on ne savait pas si on allait récupérer les données. Donc, il fallait qu'on conserve l'espoir, il fallait qu'on les conserve dans une dynamique positive, mais on ne pouvait pas leur dire qu'on allait récupérer les données de façon garantie. Donc, c'était une période qui était difficile à vivre pour eux, mais pour nous aussi. On passait par un ascenseur émotionnel incroyablement intense, avec des bonnes nouvelles le matin et des très mauvaises nouvelles le soir. Donc c'était très difficile à vivre. Alors comme dans toute cyberattaque, on a été contraint de faire une déclaration à la CNIL puisque l'intégrité des données avait été, des données qu'on héberge avaient été touchées. Donc on a fait une déclaration à la CNIL. Et comme on a des garages qui eux-mêmes ont des clients dans leurs fichiers avec des données personnelles, quand on a chiffré le nombre de données personnelles que ça concernait, les données que nous hébergions concernaient à peu près 20 millions de personnes. Donc quand la CNIL a vu ces chiffres-là, ils ont considéré que c'était gigantesque. Enfin, il y avait un Français sur 3 qui était concerné par notre potentielle fuite de données. En réalité, ça c'est sur notre déclaration initiale. Quand on a fait notre déclaration initiale, on ne savait pas exactement l'étendue du problème, et donc on a déclaré ce chiffre-là. En réalité, ensuite, on a, avec les investigations qui ont été faites, on a constaté que les données de nos clients n'ont jamais été volées et n'ont jamais été extraites. Mais au moment où on a fait la déclaration, on ne le savait pas. Donc, quand la CNIL a vu le nombre de données personnelles qui potentiellement pouvaient être concernées, ils ont décidé de faire une enquête chez nous. Et donc, ils sont venus de façon inopinée nous contrôler. Donc, ils ont fait un contrôle. Et c'est un contrôle qui a duré une journée. Ils sont venus à 3, de 9h du matin à 22h. Et ça a été assez intense. C'est particulièrement désagréable parce que je considère que nous sommes la victime, et nous sommes la victime. Et là, pendant ce contrôle, et en tout cas au début du contrôle, on était plutôt considérés comme les coupables de cette fuite. Bon, ensuite, on a bien échangé avec les personnes de la CNIL, ça s'est bien passé. On a été totalement transparent, on leur a dit exactement tout
ce qu'on faisait, la façon dont on le faisait, comment étaient hébergées les données, comment nos systèmes de sécurité étaient conçus. Et après cette journée de travail avec nous, ils ont récolté l'ensemble des informations dont ils avaient besoin. Ils ont analysé ces informations pendant 2 mois. Et au bout de 2 mois, on a reçu le résultat. Nous craignons, enfin, en tout cas, nous pouvions être sanctionnés par la CNIL, qui est un organisme de sanction aussi. C'est un organisme de contrôle, mais c'est un organisme de sanction. Et donc, nous pouvions être sanctionnés. Et finalement, nous ne l'avons pas été, ni financièrement, ni pénalement, bien évidemment. Et la CNIL a considéré que les mesures de sécurité que nous avions mises en place étaient conformes à l'état de l'art du moment. Et donc, la cyberattaque que nous avons vécue et que nous avons subie était difficile à contrôler, difficile à prévenir et difficile à éviter. Nous avons mené des investigations, des investigations forensiques. Le patient zéro n'a pas été trouvé. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais probablement ça s'est passé avec du phishing. Et ensuite, grâce à un login password volé, les attaquants sont rentrés sur un de nos serveurs en se faisant passer pour un utilisateur. Et ensuite, avec ce mot de passe, ce login et ce mot de passe utilisateur, ils ont réussi à acquérir des droits supplémentaires, jusqu'à acquérir des droits d'administrateur, jusqu'à acquérir les droits d'administrateur du domaine. Et donc, c'est là qu'ils ont pu ensuite agir, déployer leur ransomware et crypter l'ensemble des données de production. On aura mis 18 mois pour se sortir de cette attaque qui a été particulièrement violente. Moi, je considère qu'on a subi une attaque cyberterroriste, et je suis assez convaincu que ça a des liens avec la guerre qui est aujourd'hui en Ukraine. On a retrouvé, d'un point de vue technique, une vie normale, on va dire, depuis septembre. Et nos équipes commerciales sont aujourd'hui affectées à refaire leur métier d'un point de vue commercial. Et nos équipes techniques également ont retrouvé une activité conforme à celle qu'elles avaient auparavant, c'est-à-dire faire des formations, faire des déploiements, faire du support, mais plus faire des opérations liées à cette cyberattaque. On en a profité évidemment pour reconcevoir complètement cette infrastructure avec des mesures de sécurité qui sont totalement différentes de celles que nous avions et qui tiennent compte de ce qui nous est arrivé, avec des systèmes qui sont beaucoup plus cloisonnés, avec des systèmes avec lesquels on accède avec de la double authentification. Évidemment, on a mis en place des sauvegardes délocalisées et déconnectées, donc ce qu'on appelle des sauvegardes offline. Et puis, on a également donné la possibilité à nos clients, y compris en mode hébergé, de faire des sauvegardes locales. Nous avons prévu un système qui permet qu'il n'y ait pas une propagation de l'attaque si on est attaqué à un endroit, que ça ne puisse pas se propager à d'autres endroits. À partir du 20 août à peu près, j'ai pris contact avec mes concurrents directs et l'écosystème qui m'entoure pour les informer de ce qui nous était arrivé pour qu'eux-mêmes se protègent. Parce que j'aurais beaucoup aimé que d'autres fassent ça et me disent voilà, j'ai été attaqué. Parce que j'ai eu beaucoup de contacts ensuite avec des dirigeants d'entreprise qui m'ont dit si tu veux m'appeler, je suis disponible parce que ça m'est arrivé l'année dernière, ça m'est arrivé il y a 6 mois, ça m'est arrivé il y a 3 mois, et donc je peux te donner des conseils, je peux te mettre en relation avec des sociétés, etc. J'aurais bien aimé qu'ils le fassent avant. C'était très sympa qu'ils le fassent après, mais j'aurais aimé qu'ils le fassent avant, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pris contact avec des personnes de mon écosystème,
y compris mes concurrents directs, pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment les assaillants ont procédé, et voilà ce que vous pouvez faire pour vérifier à minima 2-3 choses qui vous permettront de ne pas être dans la situation dans laquelle nous avons été. Et j'aurais beaucoup aimé, moi, qu'on fasse cette démarche avant que ça nous arrive. Le premier conseil, c'est d'être capable de restaurer des sauvegardes, même si ça prend un peu de temps pour les restaurer, mais au moins d'avoir ces sauvegardes de façon certaine, donc d'avoir des sauvegardes offline. D'ailleurs, c'est le conseil que j'ai donné aux gens que j'ai appelés tout de suite après notre attaque, en disant vérifie que tu as bien des sauvegardes offline. Certains m'ont dit oui, j'en suis à peu près sûr, mais je vais vérifier quand même. Puis ils m'ont rappelé derrière pour me dire bon, t'as bien fait de m'appeler parce que en fait, elles n'étaient pas vraiment offline. Ensuite, la sensibilisation des collaborateurs aussi, parce que le phishing c'est particulièrement répandu et finalement c'est assez facile de tromper la vigilance des collaborateurs et de leur voler un login et un password pour accéder au système de l'entreprise. Donc la sensibilisation des collaborateurs et des clients, c'est très important. Et puis un système de double authentification qui permet finalement de complexifier énormément les attaques. Donc c'est ce que nous avons mis en place. Le problème ou le sujet ou l'enjeu de la cybersécurité, c'est pas tellement d'être protégé à 100%, mais c'est d'être mieux protégé que son voisin, puisque les cybercriminels vont aller aux endroits où c'est le plus facile, et donc il faut se protéger un peu mieux que le reste des entreprises. C'est une course sans fin, hein, puisque au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles normes de sécurité, où il y a des nouveaux protocoles de sécurité, les cybercriminels font aussi des progrès et contournent ces nouvelles mesures de sécurité. Donc c'est une course sans fin, mais aujourd'hui, c'est indispensable d'être dans cette course. Oui, on en avait conscience, mais pas suffisamment. D'abord, on en avait conscience parce on était protégé, on avait un certain nombre de mesures de sécurité qui étaient actives au sein de notre data center, pas suffisamment, puisque on a été malgré tout attaqué. Et si on a été attaqué, c'est qu'on avait des vulnérabilités, hein, c'est clair. Après, je pense que tout le monde a des vulnérabilités et que le risque zéro n'existe pas et qu'on ne peut pas se protéger à 100%. Ce qu'il faut, c'est se protéger suffisamment pour que les conséquences soient le plus faibles possible. Le système de sécurité qu'on a conçu tient compte du fait que on ne peut pas avoir une sécurité à 100%. En revanche, ce qu'il faut, c'est que les conséquences de l'attaque ne soient pas trop importantes. On pense qu'on se fera attaquer à nouveau, mais aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé et on est surtout beaucoup plus résilient en cas d'attaque. Aujourd'hui, personne ne peut considérer qu'il ne se fera pas attaquer. Au contraire, je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, on sera attaqué. C'est sûr qu'on sera attaqué. Il faut anticiper la façon dont on va être attaqué et surtout la façon dont on va y répondre. Donc il faut être le plus préparé possible à la réponse à cette attaque.